à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de la série Spatialiste. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui touche à la question sans doute la plus fascinante de l'histoire des sciences. Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers ou pas ? Pour en parler, j'ai invité Hervé Cotin. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors est-ce que déjà tu peux te présenter ? Je m'appelle Hervé Cotin, je suis professeur à l'UPEC, l'Université Paris-Est-Créteil. J'enseigne la chimie et l'astronomie aussi parce que je suis astrochimiste. Je suis aussi actuellement le président de la Société française d'exobiologie. Qu'est-ce que c'est que la Société française d'exobiologie et qu'est-ce que c'est que ce rôle de président ? La Société française d'exobiologie regroupe les chercheurs qui travaillent sur la question de l'origine de la vie et de la recherche de la vie ailleurs dans l'univers. Est-ce qu'on peut faire un petit historique de l'exobiologie, c'est-à-dire à partir de quand la question de la vie extraterrestre ou de l'apparition de la vie sur Terre est devenue une question scientifique ? Ça remonte à la fin des années 50, au début des années 60, à une question qui a été très concrète à un moment. Ça a été quand les Américains et la NASA ont décidé d'aller sur la Lune. Ça a été de se dire, bon, notre objectif, c'est d'envoyer des hommes sur la Lune et qu'ils reviennent en vie. Et il y avait quand même si quand même la plupart des chercheurs à l'époque pensaient pas qu'il puisse y avoir de la vie sur la Lune, mais il y avait quand même cette question de se dire, est-ce qu'on va pas en ramener des bactéries extraterrestres qui pourraient être extrêmement nocives ? Donc des chercheurs ont commencé à réfléchir sur cette question et c'est là que le terme exobiologie a été formé avec vraiment cette connotation donc exo à l'extérieur, biologie, donc la biologie à l'extérieur de la Terre. Du coup, on est passé vraiment des années 40-50 où on était encore persuadé qu'il y avait des martiens, aux années 50-60, avec les premières missions vers Mars, qui ont pris des photos et qui ont montré une planète Mars complètement aride et déserte et dénuée de toute vie, en tout cas à la surface. Donc on est passé de, bien sûr qu'il y a de la vie ailleurs, c'est même pas une question qu'on se pose, à bah peut-être on est tout seul dans l'univers, et là, il faudrait peut-être se poser la question scientifiquement. C'est un peu ça qui s'est passé ? Effectivement, on est passé assez brutalement de croyances, de certitudes, à la dure réalité des faits. Mais on continue quand même à se dire que Mars a probablement eu pas mal d'analogies avec la Terre primitive. Ça n'est plus le cas maintenant, mais il y a 4 milliards d'années, quand la vie est apparue sur la Terre, Mars avait certaines similitudes avec la Terre primitive. Mars, c'est pas très loin. Ça vaut quand même le coup d'aller chercher. Et donc l'idée, c'est aussi de ramener des échantillons, mais choisis de manière assez subtile. Il ne faut pas prendre le premier caillou et le ramener. Et ramener cet échantillon sur Terre et là le passer au crible de tous les instruments possibles et imaginables et pas juste avoir un signal, mais que ce signal, il puisse être concomitant avec d'autres mesures faites avec d'autres instruments pour vraiment bien contrôler ce qu'on annonce. Parce que je pense que la question de la vie ailleurs que sur la Terre, c'est une question qui est très ancrée dans des choses qui dépassent le cadre de la science. On a envie, on espère, ça changerait peut-être ou pas beaucoup de choses pour nous sur la Terre. Et donc on ne peut pas se contenter d'avoir quelque chose d'un peu vague. So, if Martians exist, they must be very, very small. And maybe we'll get to see them soon. Comment on pourra dire avec une probabilité très très forte que ça a été ou c'est du vivant ou pas ? Enfin, est-ce qu'à un moment on pourra trancher ?
si on ne voit pas effectivement, je veux dire, un cas extrême, la soucoupe volante qui se pose devant la Maison Blanche ou dans les jardins de l'Élysée, ou si on ne voit pas effectivement des espèces de colonies de bactéries en train de se répliquer, de se diviser, ou même des fossiles vraiment très évidents, ça va être rudement compliqué. Parce qu'en fait, l'une des définitions de la vie que moi j'aime bien, et je ne dis pas qu'elle est définitive et absolue, c'est que la vie, ça serait basé sur des structures qui ont la capacité de se répliquer par elles-mêmes, de créer des copies d'elles-mêmes et d'évoluer. Donc en fait, la vie, c'est un processus qui est dans le temps. Et c'est pas facile, quand on a juste une photo, un cliché, un fossile, de se dire que ça, c'est... qu'il y a une continuité, qu'il y a une évolution. Donc il y a soit cette idée effectivement d'être en mesure de voir une évolution, ou alors il y a, comme je le disais tout à l'heure, une espèce de succession de déséquilibres. Qu'est-ce que ça peut être un déséquilibre chimique? Ça peut être au niveau des rapports isotopiques. À un endroit, il y a un déséquilibre de telle forme d'un atome par rapport à un autre, par rapport à l'environnement. C'est ce que fait la photosynthèse sur la Terre. Elle a tendance à privilégier un isotope du carbone par rapport à un autre. Mais ça ne suffit pas de manière absolue parce qu'il y a des processus géochimiques qui peuvent créer ces déséquilibres isotopiques. Il y aura toujours, je pense, quelqu'un qui arrivera à dire et casser le truc en disant « moi, je peux l'expliquer d'une autre manière ». Pour avoir une réponse avec une forte probabilité que ce soit la vraie réponse, c'est qu'il faut un énorme paquet de faisceaux d'indices. Enfin, en fait, c'est la question de l'entonnoir. C'est qu'il y a des tas de possibilités. Bon, alors on a ça, donc ça réduit les possibilités. On a ça, donc ça réduit encore. Et puis à la fin, on arrivera à... c'est forcément de la vie, puisqu'on ne peut pas l'expliquer autrement. Donc, si on reprend ce qui a fait la une de toute la presse il n'y a pas très longtemps, on ne peut pas dire, en ayant détecté une molécule particulière dans l'atmosphère d'une planète, ça, c'est sans doute de la vie. So a group of scientists led by Jane Greaves from the University of Cardiff were looking for signs, for chemical signs on Venus that shouldn't belong there. And one of such molecules is phosphine. Ce qui a été dit au sujet de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, ça m'a semblé beaucoup trop précipité. Si effectivement il y a de la phosphine dans l'atmosphère de Vénus, c'est étonnant parce que on ne s'attendait pas forcément à en trouver à ce niveau d'abondance. Mais en fait, Vénus, on connaît très peu la chimie de Vénus. Ce sont des conditions environnementales qui ressemblent absolument pas du tout à ce qu'on connaît sur Terre. Et donc, le fait de sauter d'une observation bizarre à ça pourrait être la vie, je trouve que c'est pas correct. Et ça peut susciter de faux espoirs au niveau du public. Et avec les exoplanètes et le développement d'instruments, alors c'est pas pour demain, mais on arrive à 10 ou 20 ans à avoir des instruments qui vont un peu comme on fait dans l'atmosphère de Vénus ou dans l'atmosphère de Mars, regarder de quoi elles sont faites. Et là, comme de toute façon on connaît rien de ces exoplanètes à part leur masse et leur orbite autour de leur étoile, on va forcément avoir des trucs complètement inattendus. Enfin, ça m'étonnerait qu'on trouve que des planètes avec du CO2 et du N2 pour ce qui concerne les planètes telluriques. Et je pense qu'il faudra plein d'observations bizarres, des observations sur des exoplanètes plutôt jeunes, sur des exoplanètes plutôt évoluées, pour essayer de reconstruire des scénarios de planètes où il y aurait de la vie et avec un témoignage de cette vie dans l'atmosphère. Mais je pense pas, et malheureusement, je pense pas que ça sera du jour au lendemain. Ah, on a détecté telle molécule, ça y est les copains, on a la preuve qu'il y a de la vie sur cette exoplanète.
Pour avancer dans cette recherche quand même exobiologique, il faut donc aller par étapes et avoir des réponses à des questions subtiles. Et toi, tu as travaillé sur une mission qui s'appelle Rosetta. Il y a un lien entre les résultats scientifiques de la mission Rosetta et certaines réponses apportées, ou en tout cas éléments de réponse apportés dans le domaine de l'exobiologie. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Oui, ça c'est justement l'un des aspects de l'exobiologie qui peut prendre des chemins détournés. On se pose des questions de l'origine des premières molécules qui, dans l'environnement terrestre, pour parler de la Terre, se sont trouvées intégrées au processus qui a conduit à l'apparition de la vie. Bon, c'était il y a 4 milliards d'années, un petit peu plus, un petit peu moins. C'est difficile de connaître exactement les ingrédients chimiques. Et pourtant, c'est super important pour essayer de comprendre comment la vie a pu apparaître. L'avantage des comètes, c'est que celles qu'on observe maintenant se sont formées en même temps que le système solaire et ont la même composition que celles qui ont pu tomber sur la Terre avant l'apparition de la vie. Et même sur Mars, et donc apporter des ingrédients chimiques. Donc, connaître la composition des comètes, c'est une manière de connaître la liste des ingrédients chimiques à disposition de la chimie qui a conduit à l'apparition de la vie. Cette mission, alors entre autres, nous a permis d'établir une liste très grande de molécules qui auraient pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie. Donc c'est une machine à remonter dans le temps. Merci Hervé pour toutes ces réponses. Merci beaucoup vraiment pour ton temps. Merci Florence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de String Theory et pas non plus aux réseaux sociaux de String Theory, notamment sur Instagram où il y a de la science et du fun tous les jours. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel entretien. Prenez soin de vous, prenez soin de notre planète et n'oubliez pas de rester le nez en l'air et ne rien faire. Ciao. Au revoir.